Bienvenue au 29e épisode du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées de produits technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec mon collègue Éric Beaulieu pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que la maintenance applicative? Combien cela coûte? En quoi est-ce important? Et surtout, combien ça coûte de ne pas faire la maintenance applicative sur son logiciel développé. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Éric Beaulieu, Team Lead, développeur senior chez OpenMind depuis maintenant plus de 5 ans. Éric, merci d'être avec nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, Jonathan? Ça va très, très bien. Vraiment content d'être avec toi aujourd'hui, de passer un petit peu de temps pour répondre à une fameuse question qu'on a de nos clients, de nos prospects, de gens qui veulent développer des applications web ou mobiles ou des logiciels sur mesure. La maintenance de son application ou de son SaaS, qu'est-ce que ça veut dire? Combien ça coûte? Et est-ce que j'en ai vraiment de besoin pour reprendre les propos de Pierre-Yves McSween? Est-ce que c'est vraiment là quelque chose de nécessaire? Puis souvent, quand je me mets dans les souliers du client, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend le temps de bien expliquer qu'est-ce que de la maintenance, pourquoi c'est important et c'est quoi les risques qui viennent avec de ne pas la faire et surtout les avantages d'en faire, mais c'est facile de penser qu'on n'en a pas de besoin. Donc, Éric, première question pour notre auditoire. Qu'est-ce que c'est la maintenance logicielle? En réalité, c'est de s'assurer de travailler dans le logiciel pour s'assurer de sa stabilité, principalement. Quand on dit stabilité, c'est qu'on va être sûr que le logiciel puisse survivre à n'importe quel petit problème de la vie de tous les jours. Puis, idéalement, on veut s'assurer aussi qu'il soit très fonctionnel, dans le sens que on veut être sûr que qu'on peut survivre sur un classique sur un 25 cents pour être capable de faire face à des nouvelles fonctionnalités ou à des nouveaux défis que l'application doit faire. Et bien entendu, on veut toujours que ce soit rapide et sécuritaire quand on fait le travail, parce que dans la vie de tous les jours, qui n'aime pas que ce soit rapide, qui n'aime pas que ce soit sécuritaire, c'est ça qui est important. Effectivement. Donc, si on a fait développer un logiciel, c'est important de faire la maintenance préventive et surtout planifier pour maximiser les chances que son logiciel soit stable, 2 fonctionnel, que ça soit rapide aussi, que ça ne devienne pas lent à travers le temps et surtout, aujourd'hui, on le sait, c'est important que ça soit sécuritaire, là, vraiment important. Et là, on aborde un petit peu la question de pourquoi on a besoin vraiment de la maintenance. Là. Il y aurait en réalité 5 catégories, 5 éléments qui fait qu'on a besoin de maintenance vraiment dans des logiciels. Peux-tu nous parler de ça un petit peu, Éric? Oui, le premier élément le plus important, c'est pourquoi on fait de la maintenance, c'est qu'on veut s'assurer que ça fonctionne tout simplement. On veut être à l'abri de toute panne, de tout bobo qui peut apparaître à n'importe quel moment. Puis, on veut s'assurer que ça impacte pas les employés. On veut être sûr que tout le monde soit opérationnel dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça le plus important. C'est la raison d'être d'un logiciel. Sinon, on s'en servirait tout simplement pas. Sinon, au niveau de l'aspect sécurité, en réalité, le logiciel lui-même peut avoir des failles de sécurité en date d'aujourd'hui ou même avec le temps, parce que les pirates sur le web, en général, sont capables d'inventer plein de manières de pirater un logiciel, malheureusement. Aussi, en termes d'infrastructure, mettons, je pense à nos serveurs, un bon vieux serveur Windows XP, dans le temps, ça fonctionnait, mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'avancer avec ça, ainsi de suite. Par la suite aussi, quand on pense aussi, je parle au serveur et au logiciel, tout ce qui entoure le logiciel lui-même, il y a votre logiciel qui existe à un endroit, mais il y a un écosystème qui tourne alentour de faire référence mettons au système solaire. J'ai mon application principale, je me connecte à 1, 2, 3, 4 systèmes différents. Eux autres même peuvent changer. Fait que faut que je me garde à jour avec eux. Il y a des interconnexions entre les logiciels, comme j'ai dit. Même au niveau matériel, je veux dire, exemple, on met à jour les différents logiciels, les différents laptops de tout le parc informatique de la compagnie. Dans ce cas-là, les écrans vont changer de grandeur, les écrans vont devenir tactiles, les résolutions, on va introduire une nouvelle tablette
dans la compagnie, mais il faut s'assurer que le logiciel puisse bien vivre dans ça. Puis de plus, c'est que si on fait pas la maintenance, ben des fois aussi il y a certains joueurs qui vont pouvoir aller voir ailleurs, puis on se retrouve avec la connaissance seulement nous qui avons. L'équipe disparaît de plus en plus, alors on devient un peu coincé. On pourrait parler également qu'il y a une problématique qu'il faut suivre l'évolution et les modifications des besoins d'affaires. On peut penser à un logiciel d'impôt, par exemple, qui a été développé. Si on laisse tel quel, d'année en année, ça fonctionnera pas correctement par rapport à des normes. Donc, on aurait l'aspect sécurité, l'écosystème qui bouge autour du logiciel, l'expérience utilisateur qui se doit d'être maintenue à travers le temps à un niveau minimal acceptable. Évolution et modification des besoins d'affaires. Et tu l'as dit, Éric, de faire la maintenance, ça nous permet de maximiser les chances de garder une équipe connaissante du projet et également des procédés d'affaires du client. Si un client vient nous voir, dit développe-nous un logiciel et qu'on n'entend pas parler de ce client-là pendant 2 ans et qui revient, qui dit je veux modifier quelque chose en quelque part dans le logiciel, il y a une énorme courbe d'apprentissage pour ressortir c'est quoi ses besoins d'affaires initiaux, comprendre comment le système fonctionne, comment ça a été programmé également aussi. Donc, on met toutes les chances de notre côté d'avoir un projet à succès s'il y a une continuité dans le développement puis la maintenance du système à travers le temps. En effet. Puis je dirais que malheureusement, certains systèmes un peu plus vétus qui n'ont pas nécessairement toute une documentation adéquate pour être capable de continuer le développement, tout simplement. Effectivement. La fameuse question, combien ça coûte? Combien faut-il budgéter pour de la maintenance? C'est jamais facile. Mais habituellement, les études s'entendent pour dire entre 20 et 25% du budget consacré de tout le budget, de toute l'application devrait être consacré en maintenance. Ce qui veut dire que de se penser toujours une enveloppe post-projet, c'est toujours l'idéal dans tous les projets qu'on réalise, tout simplement. Et c'est à peu près similaire à un logiciel tablette qu'on appelle un logiciel qui est acheté. Généralement, il va avoir un coût de support et une maintenance d'à peu près entre 17 à 21%. Là, ça, c'est les chiffres que moi, j'avais vus avant la COVID. Je serais pas surpris qu'ils ont augmenté les pourcentages là, dans l'industrie du logiciel préfet à quelque chose qui tourne autour de 20 à 25%. Donc, ça revient pas mal au même coût qu'un logiciel préfet au bout de la ligne. Maintenant, combien ça coûte de ne pas faire de maintenance? Je pense qu'on a des bons cas un peu. Ça coûte cher, c'est ça le problème, parce que souvent on se dit ah non, j'ai pas d'argent pour faire de maintenance ou je veux pas mettre de l'argent là-dedans. Malheureusement, on accumule une dette au niveau sécurité, au niveau stabilité, fiabilité, fonctionnalité et connaissance du projet aussi. Et du jour au lendemain, on a des pannes, on a des problèmes de sécurité. Donc, la première question à se poser pour ça, dans combien ça coûte de pas faire de maintenance, mais si vous posez la question, combien ça coûte d'éteindre des feux? Un bel exemple que Éric, tu nous sortais, c'était la panne de système chez BRP qu'il y a eu dans la dernière année, je pense. BRP, qui est une belle entreprise québécoise. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? En réalité, c'est qu'il y a une faille de sécurité qui n'a pas été colmatée avec le certain temps. Puis malheureusement, BRP s'est fait voler beaucoup de données. Ça a fait malheureusement un tollé sur les médias. BRP a dû investir en argent pour, 1, colmater la brèche, et 2, de devoir revoir les clients ou de trouver à l'interne quelles données ont été volées pour simplement être capable de voir c'est quoi les ramifications sur leur clientèle actuelle ou même passée, parce que partir avec les données, il y a des risques tout simplement. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Donc, dans ce cas-là, c'est combien ça coûte en termes d'arrêt de production, parce que BRP a eu plusieurs journées où, je pense, une ou plusieurs de ses usines ont été en arrêt de production parce que les systèmes informatiques n'étaient pas fonctionnels. Et il y a eu également le coût de gérer la brèche de sécurité et tout ce qui peut venir à travers tout ça au bout de la ligne. Donc, un double coût du coup chez BRP. Un autre point par rapport à combien ça coûte, c'est la durée de vie également du logiciel. Si on fait pas sa maintenance dans le logiciel, on réduit considérablement la vie d'un logiciel. On peut dire peut-être un 3 à 5 ans, peut-être maximum, si on étire vraiment, vraiment la sauce. Sur les chanceux, oui. Exactement. Par contre, si on fait une belle maintenance continue, combien de temps ça peut durer un logiciel à ce moment-là, Éric? La réponse est magique, c'est pour toujours, tout simplement.
dans le sens que si on est capable de garder les besoins à jour, de garder les technologies à jour, de garder l'équipe à jour, de garder l'infrastructure à jour, ben il n'y a pas de raison pourquoi on peut pas utiliser le logiciel tel quel. Et c'est là qu'on peut faire peut-être une distinction entre de la maintenance pour une automobile versus un logiciel. Dans le domaine automobile, vous mettez des sous pour votre changement d'huile, changer votre courroie d'entraînement, peu importe vos pneus, mais c'est programmé qu'à un certain jour, vous allez abandonner votre véhicule pour une cour de recyclage probablement à travers le temps. Si vous faites bien votre maintenance dans votre logiciel, il y a moyen toujours de le renouveler pour que c'est comme si votre véhicule, vous changez continuellement des pièces pour en faire un nouveau véhicule ou l'amener vers une nouvelle marque ou un nouveau modèle de véhicule et le faire migrer à travers le temps. Fait que c'est la beauté du logiciel versus le physique. On est capable de renouveler à une certaine cadence le système pour que ça ait l'air toujours d'un nouveau système et ne pas avoir à réécrire à partir de zéro ce fameux système-là. Et point super important par rapport au coût, il y a beaucoup de gens qui disent « je vais changer complètement de système, je vais aller vers, par exemple, un logiciel tablette ou un nouveau logiciel qu'on va réécrire de A à zéro, complètement à zéro. » Et à ce moment-là, ils vont faire ce qu'on appelle un Big Bang dans notre jargon. Donc, il y a une journée précise dans le calendrier où on éteint l'ancien système et qu'on allume le nouveau. Et on appelle ça un Big Bang parce que dans 99% des cas, ça tourne au cauchemar. On enregistre ce podcast-là en mars 2023. On a malheureusement un des plus beaux cas à vous donner, qui est la Société d'assurance automobile du Québec, qui a fait un fameux Big Bang. Au lieu de moderniser en continu son ancien système par de la maintenance, a décidé de le réécrire au complet et d'allumer le nouveau système. Et malheureusement, ça part en vrille. Ce qu'on voit souvent là dans le marché, généralement, quand des entreprises font ça, de implanter un nouveau système et sur une date précise et d'éteindre l'autre, on voit souvent que les profits de l'entreprise vont être effacés généralement pour un 12 à 18 mois, ce qui est un coût énorme au bout de la ligne, plus le coût de réécriture en plus ou d'achat de l'autre logiciel. Donc, si vous faites une bonne maintenance, ne négligez pas ce que vous allez sauver au bout de la ligne, de ne pas avoir à acheter ou réécrire complètement un nouveau logiciel et également de ne pas avoir à subir les fameux coûts d'un Big Bang qui, généralement, ça tourne jamais bien dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois ou voire première année. Et on le voit, le cas de la SAC, Éric, présentement, c'est abominable, malheureusement. C'est débile, en réalité. Ce qui a été majeur au niveau de la SAQ, c'est que c'est la migration des données. La raison pourquoi que le Big Bang a été opéré, puis ça a été tellement longtemps, c'est qu'il y avait des données à migrer des années 80 avec un format de données qui n'était pas actuel et de le ramener aux données du jour. Quand on parle de la SAC, en réalité, il y a un autre cas ou un autre exemple aussi, le système Phoenix du gouvernement du Canada aussi a fait aussi par rapport à un Big Bang, puis les impacts ont été plus majeurs. Il y a du monde au Canada qui n'ont pas été payés, tout simplement. C'est complètement hallucinant. Et si on regarde dans le cas de la SAC, le projet initial devait coûter là, aux alentours de 500 millions. Probablement, s'ils auraient fait de la maintenance, ça aurait coûté peut-être 200 millions, 100 millions maximum. Mais le projet va probablement malheureusement se finir pour les contribuables à 1 ou 2 milliards. Ça, c'est mon excusez l'anglicisme, mon bet d'aujourd'hui. Et on regardera devant nous qui avait raison. J'espère ne pas avoir raison, malheureusement. Donc, voilà pour ce que ça coûte de ne pas faire la maintenance, ce que vous pouvez sauver au bout de la ligne. Maintenant, si on rentre dans des termes un petit peu plus techniques pour les types de maintenance, on a 4 types de maintenance, Éric, que tu peux nous parler. Oui, ben en réalité, les premières maintenances de base, là, c'est des maintenances correctives. Les maintenances correctives, c'est toujours, on trouve une erreur, on trouve un bug, on trouve des petits défauts dans l'application, mais on veut les corriger au jour le jour. Sinon, les autres maintenances, on parle de la maintenance préventive, comme je parlais tantôt, comme un peu comme le mécanicien, mais dans le sens qu'on voit déjà les bobos arriver à l'avance. Fait qu'on peut tout de suite les réparer. Les bobos qu'on corrige aujourd'hui vont toujours coûter moins cher que les bobos qu'on va corriger dans un temps futur. Par la suite, il y a les maintenances adaptatives. Ben en réalité, c'est par rapport à l'écosystème qu'on parlait tantôt, dans le sens que on veut être capable de s'assurer que notre logiciel reste en communication avec les autres systèmes alentours, puis on veut s'assurer que les communications soient fiables, et ainsi de suite. Puis la dernière maintenance, c'est la maintenance évolutive. Mais grosso modo, comme on disait tantôt aussi, c'est par rapport au matériel utilisateur, par rapport à l'infrastructure, par rapport à tout ce qui change dans l'entreprise. Je veux dire, un logiciel peut s'installer, mais il peut pas s'installer nécessairement partout. Fait qu'il faut se garder à jour. Et là, on voit beaucoup de gens qui ne sont pas assidus à faire la maintenance ou qui ne veulent pas investir là-dedans.
On vous liste un petit peu le pourquoi à travers tout ça. La première des choses, les gens pensent que ça coûte cher et qu'il n'y a pas de rendement au bout de la ligne. On en parlait un petit peu plus haut, pourquoi ça donne du rendement au final, puis pourquoi ça l'aide, puis surtout sur un aspect de sécurité aujourd'hui qui est extrêmement problématique. Ça serait très négligent sur votre voiture de rouler avec des pneus qui sont usés à la corde. Dites-vous si vous faites pas votre maintenance, entre autres pour la sécurité. C'est un petit peu équivalent à ça, là. C'est une question de temps avant qu'il y ait vraiment une grosse problématique devant nous. Deuxième point, Éric, tu parlais des priorités concurrentes qui fait que les jeunes négligent ou ne font pas de maintenance. Peux-tu nous parler de ça, s'il vous plaît? Ben oui, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on a un portefeuille pour tout ce qui est on a un portefeuille pour tout ce qui est informatique dans la compagnie. Puis malheureusement, on doit prendre des décisions. On doit prioriser. Des fois, on va plus prioriser ce qui est nouveau par rapport à ce qui est vieux, tout simplement. Dans le sens que si j'ai 2 véhicules dans la vie de tous les jours, ben je vais plus peut-être m'assurer que mon véhicule plus récent va bien fonctionner. Puis mon véhicule qui est plus vieux, ben je l'utilise 2-3 fois par semaine, je vais être chanceux, puis on y touchera pas, puis on va s'assurer de l'utiliser dans un contexte bien précis. On va l'isoler, puis on y touchera pas. On voit souvent également que les gens ont de la difficulté à justifier les coûts auprès des parties prenantes dans les organisations. Donc, quand on mentionne ça, Éric, ça serait à ce moment-là les gens avec qui les développeurs de logiciels avec qui on interagit chez le client, ben ces personnes-là avec qui on parle, des fois ont de la difficulté à justifier à ce moment-là l'importance et la plus-value de faire de la maintenance. On pourrait leur dire à ce moment-là, transférer le podcast que vous écoutez aujourd'hui à ce moment-là aux personnes dans la hiérarchie pour leur faire comprendre l'importance de tout ça, de la maintenance à travers le temps. Là. Puis des fois, ça va se traduire dans le phénomène inverse, dans le sens qu'on va penser que le logiciel est à l'épreuve de tout, c'est un tank, je vais utiliser l'expression, on a une confiance abusive dans le logiciel. Ben en réalité, c'est que le logiciel a beau être le meilleur au monde, il y a toujours un petit bobo. Puis même qu'on l'a mentionné dans des derniers podcasts, avec la fameuse loi qui parle par rapport au nombre de bugs, par rapport au nombre de lignes de code, ben on n'est pas à l'abri de ça. Effectivement. Et c'est un bon point que tu parles de la confiance excessive dans le logiciel parce que souvent les gens vont penser, ben vous avez développé, ça va être parfait, il n'y a pas de bug de sécurité. Je vous réfère à l'épisode de la loi de McConnell sur notre podcast Pivot. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est une personne qui a dédié une partie de sa vie, qui travaillait anciennement chez Microsoft, à regarder toute la logique par rapport aux bugs et la quantité de bugs. Et il a prouvé de manière très scientifique que même pratiquement la NASA va toujours avoir des bugs autant fonctionnels que de sécurité dans le code qui est écrit. Et eux investissent des sommes considérables en assurance qualité, que généralement les entreprises, c'est pas justifié de payer autant en assurance qualité ou du moins de couvrir nos arrières autant en assurance qualité et logiciel au bout de la ligne. Dernier point, il y a la peur d'introduire des changements parfois au niveau de la maintenance. Ben oui, dans le sens que des fois, on peut voir certains logiciels comme un château de cartes, dans le sens que si on modifie la carte en bas du château, ben des fois, on a la peur que le restant de tout le château peut s'écrouler tout simplement. C'est que des fois, il y a tellement de règles d'affaires dans un logiciel que d'en ajouter une autre, mais ça va comme modifier tout l'écosystème du logiciel interne et des fois, on a juste peur de s'y attaquer. Donc, si on résume au bout de la ligne les avantages de procéder à la maintenance, fiabilité, donc moins d'arrêt au niveau du fonctionnement de votre entreprise ou du logiciel ou d'au moins de ce qui est on sert les utilisateurs au bout de la ligne, performance, peu ou pas, ou du moins freiner la dégradation de performance du système. Il y a le côté sécurité qui est très important. L'évolutivité également du système pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et ça revient au bout de la ligne moins coûteux que de devoir faire un remplacement complet de système au bout de la ligne et beaucoup moins risqué également. On répète le cas de la SAC, le cas de Phoenix. C'est des cas que je suis convaincu que vous voulez pas vivre dans votre développement de produits logiciels ou du moins dans votre entreprise au bout de la ligne. En effet. Autre chose, Éric, avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui? Ben en réalité, c'est que oubliez pas, je vais rappeler encore la même loi que j'ai dit tantôt, le dollar qu'on va toujours investir aujourd'hui va toujours valoir plus cher que le dollar qu'on investit demain, tout simplement. Surtout en termes de maintenance, ça le prouve. Il y a de nombreux exemples sur tout documenté sur le web qui en parlent. Bon point, Éric. On pourra peut-être mettre dans les notes de l'épisode des références sur ces articles-là. Donc, merci beaucoup, Éric, d'avoir été des nôtres cette semaine. Très apprécié. Et au plaisir de te réaccueillir dans un futur podcast. Merci, Jonathan, de m'avoir accueilli. C'était très apprécié. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous s'il vous plaît en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes
des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.